va commencer tranquillement, même s'il y a des gens qui rentrent encore dans la salle. Fait qu'on est très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour un webinaire sur un sujet qui fait de plus en plus parler dans le milieu de l'enseignement supérieur. Donc, un sujet sur l'anxiété de performance, différents leviers d'action pour les personnes enseignantes. Avant de commencer de rentrer un peu plus dans le sujet, je laisserai ma collègue Annie à l'ISME vous parler un peu plus du contexte du webinaire et ce qu'on fait comme travaux à l'ISME avant de vous présenter aussi notre invité qui est avec nous aujourd'hui. Merci Florence. Bonjour. Annie, ton micro, tu as raccroché ton Oh, micro. je OK. recommence, désolée. Merci Florence. Donc, bonjour tout le monde. Je prends quelques minutes pour vous expliquer ce qu'est l'ISME. Donc, l'ISME pour Initiative sur la santé mentale étudiante en enseignement supérieur. Donc, on est une petite équipe qui obtient un financement du ministère de l'Enseignement supérieur et du ministère de la Santé pour mettre en place des mesures presque toutes liées là, au plan d'action en santé mentale étudiante. Mais en gros, notre mission, c'est vraiment de faciliter l'accès puis la mise en commun des connaissances pour tout ce qui concerne la santé mentale étudiante, vous l'aurez compris. Je vous en nomme quelques-uns de nos mandats. Il y en a plusieurs qui vont être mis en place dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, vous saurez là, que ça vient de nous. On a un site web qui va être mis en place dans les prochains mois. Site web qui va servir à soutenir la santé mentale étudiante, là, à la fois pour les étudiants, mais aussi pour le personnel des établissements pour offrir des environnements d'études plus sains. On a aussi une communauté de pratique d'intervenants interuniversitaires en santé mentale étudiante. On a une campagne de sensibilisation qui est en place depuis lundi. Ça vient tout juste d'être mis en place. C'est une campagne qui est sur les médias sociaux essentiellement. Je vais déposer dans la messagerie l'information pour avoir accès au kit de diffusion si vous voulez contribuer puis la partager dans vos établissements. On a aussi des journées de transfert de connaissances sur la santé mentale étudiante qui vont avoir lieu les 19 et 20 mars. Donc, ça s'en vient. Je vais également là, déposer dans la messagerie tout ce qui concerne ces journées-là pour vous inscrire ou pour en savoir plus sur la programmation. Et le dernier mandat, qui est celui de Florence, qui nous amène aujourd'hui, qui concerne plus l'animation d'activités en lien avec la santé mentale positive. Voilà, je te redonne la parole, Florence, et bon webinaire tout le monde. Merci beaucoup, Annie. Donc, comme Annie l'a dit, ben, aujourd'hui, on est plutôt axé sur ce qui se passe dans la classe. J'ai envie de dire, là, c'est peut-être un peu restreint comme résumé, mais vraiment plus axé sur les pratiques pédagogiques enseignantes. Donc, notre but est vraiment de faire connaître différentes pratiques pédagogiques favorables, comprendre le lien aussi entre ces pratiques-là, la santé mentale, la réussite aussi. Et ben, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on a un thème plus précisément qui est l'anxiété de performance. Donc, pour en parler, on a avec nous Magali Fournier-Plouffe, qui est conseillère pédagogique au Collège André Grasset et enseignante en histoire au Cégep Marie-Victorin. Donc, elle va pouvoir nous en parler un peu plus en détail. Avant de lui laisser la parole, je voulais juste m'assurer de préciser quelques petites considérations techniques. Donc, si vous avez des soucis pendant le webinaire, n'hésitez pas à utiliser le clavardage. Donc, Annie ou moi, on va essayer de vous aider du mieux qu'on peut. Vous comprendrez que le webinaire est enregistré. Ça nous permet de le rediffuser par la suite pour les gens qui étaient absents ou qui souhaitent revoir certaines parties du webinaire. Mais je vous rassure, les personnes mises de l'avant dans l'enregistrement, ben, c'est en grande partie Magali. Donc, vous ne verrez pas votre visage dans l'enregistrement. Et puis, si vous avez des questions aussi au fil du webinaire, on les prend plutôt à la fin, à voix haute, mais si vous voulez les écrire dans le clavardage, Annie et moi, on les note de côté pour les garder pour la fin. Et je tiens aussi à préciser que Magali a accepté de partager son support visuel avec vous. Fait que moi, je vous l'envoie à la fin par courriel. J'ai toutes vos adresses pour pouvoir vous l'envoyer. Donc, sans plus tarder, Magali, je te cède la parole. Bon webinaire, tout le monde. Merci beaucoup. Je vais commencer par mettre ma présentation. Euh, Ça va, tout le monde voit bien? Oui. Merci. D'abord, merci beaucoup de m'avoir invité pour ce webinaire. Je trouve que je suis privilégiée d'avoir cette tribune-là pour parler en fait du sujet que j'ai étudié dans le cadre de ma maîtrise en éducation il y a déjà quelques années. J'ai été un peu avant-gardiste. Euh,
Dans ma carrière en enseignement, parce que là, vous voyez à l'écran, c'est écrit conseillère pédagogique, mais Florence l'a bien dit, j'enseigne aussi en histoire. Donc, dès le début de ma carrière en enseignement, j'ai constaté vraiment rapidement, en fait, le phénomène d'anxiété chez mes étudiants. J'ai vu des étudiants qui se mettaient tellement de pression qu'en fait, ironiquement, ça venait nuire à leur réussite. J'ai vu aussi le poids de la pression parentale parfois qui pouvait peser sur leurs épaules. Puis je vais vous avouer, là, je commence avec une confidence, que moi-même, comme étudiante, j'ai vécu beaucoup d'anxiété de performance. On n'appelait pas ça comme ça il y a quelques années. Donc aujourd'hui, je vous parle de ce sujet-là avec trois chapeaux. J'ai celui de conseillère pédagogique, j'ai celui d'enseignante et celui d'étudiante anxieuse. Donc, je pense que ça me donne plusieurs perspectives, peut-être une profondeur d'analyse sur le sujet. Mon expérience est davantage axée sur le collégial. J'ai toute ma carrière été dans le collégial. Je sais qu'il y a des gens du domaine universitaire, sans doute, là, parmi nous. Je pense que vous allez pouvoir faire des liens quand même, mais c'est vrai que les exemples que je vais donner sont plus rattachés au niveau collégial. Donc, pourquoi parler d'anxiété de performance? Dans un premier temps, je voulais vous présenter deux études qui ont été réalisées dans les dernières années. La première, c'est celle de Marc-André Gosselin et Robert Ducharme, qui sont tous les deux enseignants de psychologie, le premier au Collège Bois de Boulogne et le deuxième au Cégep de Saint-Jérôme. Donc, ils ont fait une enquête en 2014 qui a été publiée en 2017 auprès de 12 208 étudiants du collégial qui provenaient de 8 établissements collégiaux. Et quelques constats intéressants. D'abord, 61,4% des répondants ont dit ressentir de la détresse à l'égard de la pression scolaire. Parmi ces 61, 33% ont dit en ressentir beaucoup ou énormément. Donc, moi, ça m'a quand même préoccupé, cette statistique-là. Parmi les principaux indicateurs d'anxiété chez les répondants, on a l'impression de ne pas être à la hauteur de ses idéaux de réussite, quand même 40%, la peur d'échouer, la crainte de décevoir, les doutes quant à la capacité de réussir, puis l'incapacité à tolérer l'échec. On va le voir plus tard dans ma présentation, en fait, c'est des indicateurs de l'anxiété de performance, c'est des manifestations qu'on observe souvent chez les gens qui vivent de l'anxiété de performance. Deuxième étude, c'est celle du spectre 1, en fait, donc l'enquête sur la réussite à l'enseignement collégial, la dernière qui a été publiée. Donc, elle a été réalisée en 2021, mais publiée en 2022. Donc, ça, c'est ECOB, le CRISPECH, l'IRIPI, en collaboration avec la Fédération des cégeps. C'est un sondage qui a été fait auprès de 22 000 répondants. 47% des répondants ont indiqué que la gestion de leur stress ou leur anxiété a été un obstacle significatif durant leur parcours scolaire. Donc, c'est près de la moitié des étudiants. 18% ont dit qu'ils ont reporté la fin prévue de leurs études. En fait, ceux qui ont reporté la fin prévue de leurs études l'ont fait pour réduire le stress lié à leur cheminement scolaire. Donc, c'est la deuxième raison la plus importante du report de la fin des études. La première, c'est la pratique d'un sport qui est à 18,1%. Donc, on est très, très près quand même. Dernière statistique, 29,2% des répondants disent avoir un grand besoin d'aide sur le plan personnel pour contrôler leur stress. Puis parmi les populations les plus ciblées, les étudiants en situation de handicap avec ou sans diagnostic, on a les étudiants de première génération, les étudiants inscrits dans un programme préuniversitaire, là, quand on parle du collégial, et les étudiants de 17 ans et moins, donc les plus jeunes. Donc déjà, avec ces deux études-là, je voulais vous montrer en fait qu'il y a une omniprésence de l'anxiété. Puis moi, comme enseignante à l'époque, j'en suis venue rapidement me demander comment je pouvais peut-être faire partie de la solution. En même temps, il faut faire attention, il faut éviter le piège de se dire qu'on va régler l'anxiété de performance de nos étudiants. Ça, c'est vraiment important pour moi de le mentionner. Je vais vous présenter aujourd'hui des pistes de solutions, des idées. C'est juste pour alimenter votre réflexion. L'idée, c'est pas que vous fassiez tout ce que je vais vous présenter. Ça s'applique pas à tous les cours nécessairement. Mais donc, je vous présente ma réflexion, en fait, pour voir comment on peut faire partie de la solution, du moins comment on peut éviter d'alimenter peut-être l'anxiété de performance de nos étudiants. L'anxiété de performance, juste pour qu'on ait des bases communes. On va parler des principales manifestations. On va parler des facteurs de risque. Donc, tout ça, c'est plus la présentation théorique autour de l'anxiété de performance, mais le plus gros de ma présentation va porter sur les leviers d'action. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme enseignant, comme professeur? Je vais vous présenter deux leviers d'action, puis ces deux leviers-là sont rattachés à plein de stratégies concrètes que je vais vous présenter. Donc, définition de l'anxiété.
avant de commencer, je tiens à dire que l'anxiété de performance, en fait, n'est pas reconnue dans le DSM-5. C'est pas un diagnostic en soi. C'est une manifestation qu'on va souvent associer à d'autres formes d'anxiété, comme l'anxiété sociale ou l'anxiété généralisée. Là, ça devient une des sources d'anxiété. Mais c'est quand même un phénomène qui est de plus en plus observé. Et en fait, ce qui le caractérise, c'est qu'il est associé à des situations où les individus se sentent évalués ou sentent qu'ils sont mis en compétition avec d'autres personnes. Ce qui crée en fait un terrain propice à la peur de l'échec ou à la peur de sous-performer. Donc, il y a une espèce de crainte peut-être de ne pas être à la hauteur. En éducation, souvent, on associe l'anxiété de performance à une personne qui va surévaluer le danger lié à une évaluation, mais qui va sous-évaluer ses capacités à y faire face. Donc ça, c'est assez important, on va y revenir tout à l'heure. Donc quelqu'un qui surévalue le danger lié à une évaluation sommative en particulier, qui sous-évalue sa capacité à y faire face. Comment distinguer le stress de l'anxiété? Là, peut-être que pour la majorité d'entre vous, c'est très clair, mais je voulais quand même le préciser, encore une fois, pour avoir des bases communes. Donc le stress, en fait, c'est une réaction physiologique et psychologique à des stimuli ou des situations, des événements qui sont perçus comme des menaces, ce qui active une réponse de lutte ou de fuite qui pourrait à ce moment-là affecter le bien-être, la performance d'une personne. Donc, c'est lié à un stimuli. Il y a vraiment quelque chose de concret qui va créer une réaction physiologique ou psychologique. Puis c'est pas nécessairement une menace quand on parle de menace, une menace liée à la sécurité physique d'une personne ou à sa survie, mais ça peut être une menace symbolique, une menace sociale, une menace psychologique. Donc c'est très très large le terme de menace. D'un autre côté, l'anxiété, c'est plus un état affectif. On est plus de l'ordre du trait de personnalité pratiquement. Donc, c'est caractérisé par des sentiments d'inquiétude, de nervosité, de tension, où on va voir souvent des pensées intrusives, anticipatoires. Et généralement, il n'y a pas un stimulus précis, ou du moins proportionnel, qui va amener à cet état-là. Donc, c'est quelque chose, c'est plus une propension à se projeter dans le futur, à anticiper, à imaginer une menace réelle. Donc, si je vous donne un exemple d'un étudiant type, là, disons Maxence, qui a un examen intra ou final dans 2 jours et qui ressent un niveau élevé de stress, ben, c'est normal. Le stress, ça peut même être bénéfique. Je vais en parler dans la prochaine diapo pour les études. Ça peut être bon, ça peut l'aider à se motiver. Puis, ben, son stress est déclenché par une menace ou un stimulus réel qui est l'examen final. D'un autre côté, si Maxence, au contraire, est préoccupé par l'idée de pas réussir, ça occupe beaucoup son esprit, même s'il y a des bonnes notes dans les faits, en réalité, il performe très bien à l'école. Il perd du sommeil à cause de ses pensées intrusives, des scénarios catastrophiques qui se fait, par exemple, il craint au collégial en particulier d'avoir une faible cotère, de pas être admis dans le programme universitaire de son choix. Il a peur de rater sa vie. Des fois, ça peut aller très, très loin. Donc là, c'est des exemples, c'est un exemple d'anxiété en fait. C'est des inquiétudes qui sont persistantes, qui sont pas liées à un événement précis ou du moins une inquiétude qui est peut-être disproportionnelle parce qu'il y a des bonnes notes. Ça, c'est le fait observable et concret. Donc, le stress n'est pas forcément négatif. En fait, en petite dose, il va augmenter l'engagement, la motivation des étudiants. Si une personne n'est pas stressée du tout en vue d'une évaluation, il y a peu de chances qu'elle se mette à la tâche, qu'elle étudie en vue de l'évaluation. Ça va augmenter la vigilance, la capacité de mémorisation, la capacité de concentration. Ça va aider à trouver des problèmes, en fait, des solutions, pardon, aux problèmes. C'est toutes des choses qu'on cherche dans une évaluation sommative en particulier. Donc, tout ça, c'est quand on vit du stress optimal. Donc, dans le schéma de gauche, c'est la zone de performance, donc celle en bleu. Au contraire, on veut éviter les deux extrémités. Donc, on veut éviter quelqu'un qui ne ressent pas assez de stress. À ce moment-là, il est sans doute ennuyé, il fera pas le travail pour se préparer, il risque d'être désengagé. Puis, quelqu'un qui a trop de stress, ben là, ça devient dangereux. On va ressentir des symptômes de fatigue, d'épuisement, de désorganisation aussi. C'est l'excès de stress, en fait, qui est dangereux, qui va mener le cerveau à voir une situation comme peut-être un obstacle insoluble au lieu de le voir comme un défi. Puis à long terme ou en trop grande quantité, le corps va finir par développer des symptômes physiques et psychologiques qui sont similaires à ceux de l'anxiété. Et là, ça va devenir l'espèce de cercle vicieux de l'anxiété. Donc maintenant qu'on a déjà une base sur la définition
de l'anxiété de performance, comment on peut la distinguer du stress, comment on peut la distinguer de d'autres formes d'anxiété. On va aborder les manifestations. Euh, Sachez que les manifestations peuvent être très différentes d'une personne à l'autre. Ça va être influencé par différents facteurs, comme le vécu de la personne, son tempérament, sa personnalité, les émotions qu'elle va vivre. Ça peut être influencé par les traumatismes passés, par à quel point sa famille ou son entourage le soutient dans tout ça. Donc, il n'y a pas un portrait type de l'anxiété de performance, même si on l'associe souvent à un type de personne. C'est un peu ce que je veux défaire comme idée aujourd'hui. Donc, les principales manifestations, c'est pas une liste exhaustive, je vous ai mis les plus importantes. On les divise en 4 catégories. Donc, au niveau des pensées, donc le cognitif, au niveau des émotions, au niveau des comportements, puis au niveau physiologique. En particulier, celles qui sont plus faciles à observer dans le cadre scolaire, c'est au niveau des pensées, quand votre étudiant exprime ces pensées-là, puis au niveau des comportements. Au niveau des pensées, d'abord, on a souvent une perception négative de soi en contexte scolaire, donc une vue défavorable de ses propres capacités en contexte scolaire. Donc, un étudiant qui, par exemple, pourrait dire, ah, je vais échouer, je comprends rien, je suis pas à la hauteur, etc. Donc là, on est plus lié à l'estime de soi dans tout ça. Souvent une pensée dichotomique de la réussite ou de l'échec, donc une espèce de classification rigide des expériences en étant soit bonnes, soit mauvaises, sans nuance. Donc, si c'est pas 95% et plus, c'est mauvais, par exemple. On peut entendre parfois ce genre de discours chez les étudiants. Euh, on va avoir des anticipations, des appréhensions. On en a déjà parlé un peu dans les diapos précédentes. Donc, c'est des pensées involontaires, indésirables, où on anticipe l'échec. Euh, des scénarios catastrophiques, ça va un peu dans le même sens, mais l'idée, c'est d'exagérer les conséquences potentielles d'un échec. Donc, si j'échoue le test, je pourrais pas aller à l'université, mes parents vont me mettre dehors, etc. Donc, des fois, on a l'impression que l'image ou les conséquences que la personne envisage sont un peu disproportionnées. Puis les ruminations, ben, c'est des pensées répétitives, souvent obsessionnelles, sur des expériences passées d'échecs. Donc, la difficulté de passer par-dessus une erreur faite dans une évaluation ou un échec à une évaluation. Au niveau des émotions, donc c'est un peu la même chose que pour l'anxiété normale. Donc la peur, la crainte, dans ce cas-ci particulièrement de l'échec, de sous-performer ou de l'erreur même. Stress, nervosité, crise d'angoisse, crise de panique. Une personne peut être particulièrement irritable, impatiente, avoir un sentiment d'impuissance ou de l'impuissance acquise. Ça peut aller jusqu'à de la détresse et des pensées suicidaires. Donc, c'est quand même important si vous l'identifiez, de faire des démarches avec l'étudiant parce que ça peut aller loin. Au niveau des comportements, euh, donc les deux premiers, c'est peut-être les deux opposés. Pour moi, c'est vraiment important de vous les montrer, les deux, parce on associe l'anxiété de performance souvent au deuxième élément, donc le surinvestissement dans l'étude. Mais quelqu'un qui fait de l'anxiété de performance peut aussi faire de l'évitement, de la fuite ou du retrait des situations d'évaluation. Euh, Tout ça, c'est causé par une peur de l'échec. Donc, quelqu'un qui procrastine, qui remet constamment à plus tard, quelqu'un qui est absent souvent lors des évaluations, ça peut être une forme d'évitement. Ça peut aussi être de l'évitement dans les écrans, dans la drogue, dans l'alcool, dans le sommeil pour certains. Donc, parfois, dans un désengagement que vous percevez chez vos étudiants, ben, il y a une cause sous-jacente. Pas toujours. C'est pas toujours de l'anxiété, mais ça peut être ça. D'un autre côté, on a l'autre côté du spectre, le surinvestissement dans l'étude. Donc, un engagement qui est excessif par rapport à la tâche qui est demandée. Donc, il y a une évaluation de 1% qui ne nécessite pas vraiment de révision. L'étudiant va vraiment se concentrer à la tâche, va s'engager excessivement euh, va étudier de façon très, très précise et exhaustive. Donc, il y a un souci du détail souvent. Par contre, ça mène souvent à l'utilisation de stratégies d'apprentissage qui sont peu efficaces, comme apprendre tout par cœur, pas être capable d'identifier les éléments les plus importants. Ce qui est intéressant, c'est que bien que l'évitement et le surinvestissement soient deux choses complètement différentes, c'est la même chose qui se cache derrière, c'est-à-dire la peur de l'échec. C'est juste que la manière de gérer cette peur de l'échec est complètement différente. On a aussi la quête de perfection exagérée ou le perfectionnisme. Parfois, on parle de perfectionnisme malsain. Euh, des fois, c'est au point de ne pas remettre les travaux parce que les étudiants préfèrent avoir zéro que de remettre quelque chose qui juge comme imparfait. Donc, de se faire juger sur une évaluation imparfaite.
Ça pourrait être de négliger, je recherchais constamment des commentaires positifs, donc se faire valider ses compétences auprès de d'autres personnes. Donc parfois, on va voir des étudiants qui ont une vraiment bonne note, puis qui vont demander des commentaires supplémentaires à leur enseignant. Parfois, ça peut être à cause de la pensée dichotomique, là, leur note est juge qu'elle n'est pas suffisante, mais parfois, ça peut être simplement pour recevoir des commentaires positifs. Donc parfois, c'est signe que l'estime de soi est peut-être pas au top. Puis finalement, négliger certains aspects de sa vie pour se concentrer sur l'étude. C'est important d'avoir un bon équilibre de vie, donc de dormir, de faire du sport, de voir ses amis, etc. Donc parfois, on voit vraiment un engagement exclusif aux études. Au niveau physiologique, même chose que pour l'anxiété normale, donc insomnie, cauchemar, fatigue, le sommeil est souvent affecté. Des migraines, des tensions musculaires, des étourdissements, douleurs à la poitrine ou des palpitations cardiaques. On peut voir des maux de cœur, des manifestations urogastro-intestinales, donc le besoin d'aller à la toilette ou des troubles digestifs, l'impression d'étouffer. Donc, je vous rappelle, là, c'est pas une liste exhaustive, mais déjà là, il y a plein d'indicateurs qui reviennent souvent. Passons aux facteurs de risque de l'anxiété. Il y en a beaucoup qui peuvent contribuer, mais il n'y en a pas vraiment un seul qui peut expliquer l'anxiété à lui seul. C'est des facteurs qui se trouvent à différentes échelles, donc je vais vous en présenter quatre, là. La société, le contexte d'apprentissage, puisque c'est l'angle qu'on veut aborder aujourd'hui, l'entourage, précisément la famille, puis l'étudiant lui-même qui arrive avec son propre bagage. Il y a des facteurs qui sont génétiques, il y a des facteurs qui sont environnementaux, puis l'explication de l'augmentation de l'anxiété dans la société, ben, elle se trouve pas dans un seul facteur, mais probablement dans l'interaction de plusieurs facteurs. Donc, je vous ai fait un schéma en fait qui montre les différentes échelles. Je vais commencer par le centre, donc l'étudiant lui-même, comme je le disais, qui arrive en classe avec déjà un bagage. Son bagage est influencé par les trois autres sphères dans les faits. Mais quand il arrive dans votre classe, il a ce bagage-là. Donc, ça peut être d'abord des prédispositions à l'anxiété, que ce soit génétique, par exemple. Donc, certaines personnes sont naturellement plus anxieuses, plus sujettes à l'anxiété. Ça peut être une faible estime de soi ou un sentiment d'efficacité personnelle plus faible. On va y revenir sur ce concept-là s'il y en a qui ne sont pas familiers avec le sentiment d'efficacité personnelle. Donc, une personne qui a une faible estime de soi ou un faible sentiment d'efficacité personnelle est plus vulnérable souvent à l'anxiété. Préconception erronée en lien avec l'évaluation ou peut-être des croyances en fait, donc une tendance à la pensée dichotomique de la réussite. Ça peut être entretenir des idéaux de réussite très très élevés, une perception de la réussite uniquement sur le plan quantitatif, les notes, les diplômes, plutôt que sur l'apprentissage. Donc ça peut être tout ça. Perception négative de l'anxiété. Donc, si l'étudiant ne voit l'anxiété que comme une menace, que uniquement comme quelque chose de négatif, ça peut ironiquement alimenter son anxiété. Puis la poursuite de buts de performance. Je passe vite parce qu'on va y revenir tout à l'heure. Après l'étudiant, ben, il y a son entourage. J'ai mis entourage parce que là-dedans, j'entre les amis en particulier. Les enseignants, d'une certaine manière, vous faites partie de son entourage. Mais c'est beaucoup la famille. Le plus important dans le développement de l'anxiété de performance, c'est l'impact familial. Donc, ça peut être des attentes élevées, j'ai mis, ou irréalistes parfois des parents. Qui peuvent mettre beaucoup de pression sur leurs enfants. C'est l'élément le plus important. En fait, ça peut mener l'étudiant à penser que l'amour des parents est conditionnel à ce qu'ils réussissent. Et là, au fur et à mesure, ils vont performer, la performance va devenir comme une partie de leur identité. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, le risque de sous-performer devient plus grand pour l'étudiant. Les dangers, en fait, de sous-performer, ben, ça vient un peu leur faire perdre une partie de leur identité. C'est là où c'est dangereux. Euh, je ne sais pas si pour certains, vous avez déjà fait ceux du collégial des visites d'école secondaire pour faire la promotion de votre collège, mais moi, j'en ai fait plusieurs et je constate parfois à quel point les parents ont des attentes très, très élevées envers leurs enfants qui sont pas nécessairement les mêmes que l'enfant lui-même. Puis ça vient d'un bon fond, en fait, ça vient d'un objectif noble, mais parfois ça leur nuit au contraire.
On peut avoir des lignées familiales ultra performantes. Donc, il y a une famille de médecins, d'avocats qui sont des métiers socialement valorisés. Donc, le jeune va vouloir soit performer autant, réussir autant que sa famille, ou encore plus. Parfois, c'est ce qu'on voit. Comparaison avec les membres de la fratrie ou avec les amis. Donc, si j'ai un frère qui performe vraiment bien, je donne souvent l'exemple de Laurent Duvernay-Tardif. Là. Moi, j'aimerais pas ça être la sœur de Laurent Duvernay-Tardif parce qu'il réussit tellement, il y a plein d'expériences de réussite. Donc, je m'imagine que si j'étais sa sœur, je me mettrais beaucoup de pression pour performer autant. C'est pas automatique. Ça dépend du bagage de l'étudiant, justement, mais ça fait partie des facteurs. Même chose avec les amis. Si je suis avec une gang d'amis qui performent vraiment, vraiment bien, mais je vais me mettre plus de pression moi-même pour performer. Et finalement, les modèles anxieux dans l'entourage. En fait, ça peut autant nuire que qu'aider, dans le sens où si j'ai un parent qui est anxieux, mais qui gère bien son anxiété, qui a développé des outils, puis qui me les partage, ça va devenir un facteur de protection, au contraire. Mais si j'ai un modèle anxieux dans l'entourage qui gère pas si bien son anxiété, à ce moment-là, ça va me rendre plus vulnérable à l'anxiété. Tout ça, c'est pas automatique, c'est des exemples de facteurs de risque. Le contexte d'apprentissage, je vais passer quand même vite parce qu'on va le développer beaucoup, beaucoup plus tout à l'heure. Mais de la même manière que les parents avec des attentes élevées peuvent mettre de la pression sur l'étudiant, l'enseignant aussi, qui a des attentes élevées, parfois irréalistes, peut le faire. Il faut faire attention à ne pas projeter sa propre réussite sur celle des étudiants. Donc, parfois, c'est un peu ce qui se passe. Valorisation de la réussite en termes de performance plutôt que d'apprentissage. Des fois, on n'a pas l'impression de le faire, mais on est dans un système qui, en soi, valorise la performance. Donc, on y reviendra plus en détail sur quelques comportements qui montrent qu'on valorise souvent plus la performance que l'apprentissage. La diabolisation de l'erreur, donc être intransigeant face aux erreurs, être fâché quand un étudiant fait une erreur qui nous semble un peu ridicule. Donc, c'est le genre d'éléments, là, je caricature, bien sûr. Comparaison constante entre les étudiants, on y reviendra. Des contextes d'évaluation stressants, c'est normal là, qu'une évaluation soit stressante, j'en ai parlé tout à l'heure, un minimum stressante, mais des fois, on peut se demander est-ce qu'elle a besoin de l'être autant? On y reviendra aussi. Puis le nombre élevé d'évaluations. Donc, le fait d'être constamment en évaluation sommative, du moins, ça crée une surcharge cognitive pour les étudiants, ça les rend plus vulnérables à l'anxiété. Tout ça, ces trois cercles-là qu'on a vus, sont alimentés par la société, qui en elle-même met beaucoup de l'avant l'idée de la performance. Donc, on a la société nord-américaine de performance et d'hyperproductivité qui, en soi, là, en elle-même, met une pression énorme sur les individus. On a aussi les réseaux sociaux. Beaucoup d'études scientifiques ont montré le lien entre l'anxiété et les réseaux sociaux. Donc, on va souvent voir sur les réseaux sociaux une image idéalisée de la réussite. On va voir uniquement le beau, les réussites, et parfois il y a une surenchère. Euh, voilà. Même les institutions d'enseignement, en fait, le font. D'une certaine manière, on met de l'avant ce qui est les réussites dans notre collège pour essayer de vendre le collège. Fait qu'on participe à ça. On a un système d'éducation qui est basé en grande partie sur l'idée de la performance. Même si on le veut pas, c'est un peu comme ça qu'il est construit. Entre autres, quelques signes au collégial, la valorisation des programmes contingentés à l'université, la cotère en soi. En fait, il y a un avis du Conseil supérieur de l'éducation que je vais vous citer, que j'ai trouvé très intéressant. L'utilisation stricte de la cotère comme principale condition d'admission au programme universitaire crée une pression de performance qui incite les étudiants à envisager leur formation selon une logique axée uniquement sur les résultats scolaires. Donc, la cotère n'est que performance, d'une certaine manière, si on la déconstruit. Euh, Palmarès des écoles secondaires, des cégeps, des universités. On met de l'avant les indicateurs de réussite pour vendre le collège, les taux de diplomation, les taux d'admission dans les programmes contingentés. Et souvent, c'est les parents qui cherchent ces informations-là. Donc, vous voyez comment tout ça, ça s'alimente. Euh, Ceci dit, dans ces facteurs-là, il y en a beaucoup que, comme enseignant, vous ne contrôlez pas. Et ça, c'est important de vous le rappeler. Il y a des choses que vous pouvez contrôler. Tout ce qui se passe dans la classe, presque tout ce qui se passe dans la classe, vous le contrôlez. Après, il y a des contraintes là, plus administratives, mais il y a quand même une bonne partie que vous contrôlez. Donc, c'est là-dessus qu'on va se concentrer pour la suite. Donc, je vous disais, je vais vous présenter deux leviers d'action pour la personne enseignante qui sont rattachés chacun
à de multiples stratégies concrètes. Donc, certaines vont s'appliquer dans votre cours, d'autres sont pas réalistes pour votre cours. Vous avez chacun des contextes de cours différents. Donc, prenez ce qui vous parle, puis laissez de côté ce qui vous parle pas. L'objectif, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas de faire tout ça. En fait, c'est même un peu impossible, mais c'est plutôt d'alimenter votre réflexion. Si vous repartez avec une seule chose à la fin de ce webinaire-là, ben, c'est tant mieux. Ce sera ça de gagner. Donc, le premier levier, je vous mentionne pas tout de suite ce que c'est parce que je veux vous le mettre en contexte un petit peu. Donc, petite mise en situation. Donc, on a deux étudiants. D'abord, on a Lucas qui a approfondi ses connaissances en biologie. Il a participé activement en classe. Il a démontré vraiment une excellente compréhension des concepts pendant les discussions en classe, pendant les activités, les exercices. Par contre, à l'examen intra, il a été submergé par l'anxiété. Puis, évidemment, ça a nui à sa capacité à se concentrer, à réfléchir clairement. Puis, il a obtenu la note de 47 à son examen. D'un autre côté, on a sa collègue Simone qui est dans un cours d'histoire. Pour préparer son examen, elle a mémorisé des dates, des noms, des événements, mais elle n'a pas vraiment cherché à comprendre le contexte, les causes, les conséquences des événements historiques. Puis elle a réussi à obtenir une note élevée de 93% parce que son examen était composé que de questions objectives, donc des vrais ou faux, des choix multiples sans qu'il y ait l'exigence de justification, par exemple. Bon, encore une fois, j'exagère les mises en situation, mais juste pour pouvoir introduire un peu mon propos. Fait que, dans le clavardage, peut-être qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous regardez ces deux mises en situation-là? Qu'est-ce qui ressort pour vous? Qu'est-ce qui vous marque? Je prendrais peut-être une ou deux interventions. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. On peut prendre peut-être une intervention orale, sinon je vous invite vraiment à le mettre dans le clavardage. Je sais pas, je pense pas que c'est moi qui ai accès à donner droit de parole. Non, mais oups, excusez-moi, je vais l'écrire alors. Il n'y a pas de OK, problème. OK, merci. Donc, on a processus versus résultat, la différence des notes. Lucas a probablement fait de meilleurs apprentissages tout au long des semaines. Simone va probablement oublier ce qu'elle a appris par cœur. Deux manifestations différentes d'anxiété. C'est un bon point, en fait. C'était pas ce que je voulais montrer, mais vous avez totalement raison. Ce qui est évalué ici, c'est la capacité d'adaptation au stress et la mémorisation. En tout cas, dans le cas de Simone en particulier, c'est pas la compréhension qui est évaluée. La nature d'évaluation peut générer d'anxiété. Super. En fait, ce que je voulais faire ressortir, c'est tout simple, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre l'apprentissage et la performance. C'est ce que je voulais vous faire, vous mettre de l'avant et ça peut paraître très, très simple, mais j'ai l'impression que parfois on l'oublie. On finit par le perdre de vue quand on interagit dans un système qui valorise autant la performance. Donc, pour un peu introduire mon premier levier, je vais parler de cette différence-là entre l'apprentissage et la performance. Donc, l'apprentissage, c'est un processus par lequel les individus acquièrent et construisent de nouvelles connaissances, compétences, compréhension, par l'expérience, l'étude ou l'enseignement. Et il peut être manifeste ou latent. Et ça, c'est important. Quand on dit manifeste, ça veut dire qu'il est observable, il est mesurable. Mais quand on parle d'un apprentissage qui est latent, en fait, c'est qu'il n'y a pas d'indice observable. Il peut devenir apparent dans un autre contexte, mais dans ce contexte-ci, on n'est pas capable de l'observer. La performance, c'est une application concrète et mesurable de ces connaissances, des compétences acquises, qui est souvent évaluée à travers des examens, des projets, d'autres formes d'évaluation. Donc, en fait, la performance, c'est le résultat obtenu quand on évalue l'apprentissage. Mais, vous voyez venir, en fait, ça nous donne un aperçu que de l'apprentissage manifeste. L'apprentissage latent, lui, qui est pas capable de sortir dans un contexte précis, pourrait sortir dans un autre contexte, mais on n'est pas capable de l'évaluer. Donc, si on revient aux deux exemples précédents, ben, Lucas, il a un niveau de performance qui est beaucoup plus faible que son niveau d'apprentissage réel. Puis effectivement, Simone, elle n'a pas développé une compréhension profonde des concepts, puis elle est susceptible de les oublier très rapidement après l'examen. Et elle a donc un niveau de performance plus élevé que son niveau d'apprentissage réel. Donc, encore une fois, ça peut paraître évident comme différence, mais dans nos actions puis nos gestes, c'est pas toujours si clair que ça.
Ça nous ramène à l'idée des types de buts scolaires. Donc, c'est un concept qui a été introduit par Carol Dweck en 1989, qui a été repris là, nombreuses fois, qui est une professeure de psychologie sociale à l'Université de Stanford. Ça, c'est la catégorisation la plus simple, là, but de performance, but de maîtrise, mais on l'a vraiment complexifié avec le temps. Pour les biens du webinaire, juste ça, c'est suffisant. Donc, le type de but scolaire, c'est un peu l'objectif ou la visée de l'étudiant aux études. Donc, une personne qui a des buts de performance va ressentir le besoin de démontrer ses capacités, qui espère avoir une évaluation positive, souvent veulent mieux réussir que les autres, être perçus comme quelqu'un de performant par les autres. Donc, on a une perspective ici qui est socio-référencée. Quand on a un but de maîtrise, ben, il y a un véritable désir d'apprendre ou de maîtriser une tâche, souvent par intérêt ou parce qu'on valorise cette tâche-là, on juge que c'est utile pour notre futur. Euh, et souvent, ben, cette réussite-là, elle va être auto-référencée. Donc, elle va être vraiment liée à son expérience individuelle, personnelle. Il y a plusieurs études qui ont démontré que le type de but scolaire qui est poursuivi par un étudiant a un impact majeur sur son risque de vivre de l'anxiété de performance. Il y a Marie-Léa Coculot, en son mémoire de maîtrise sur l'anxiété de performance qui a été publié en 2014, pardon, a démontré en fait que ça joue pour 31% dans la variance du développement de l'anxiété de performance. Fait que ça, c'est un levier pour moi qui est assez intéressant. Donc, l'étudiant va vivre davantage de pression si son but, c'est d'obtenir une attention positive, des récompenses, des médailles, par exemple. S'il veut être le meilleur, s'il veut éviter des représailles aussi, éviter un sentiment de culpabilité ou de honte, s'il veut faire plaisir à quelqu'un d'autre, c'est toutes des choses qui sont reliées à des buts de performance. Donc, cette personne-là va est plus à risque de vivre de l'anxiété. Je ne vais pas vous décourager, mais quand moi j'ai été mise en contact avec ce concept-là, je me suis mis à me demander quel type de but visaient mes étudiants. Puis j'ai rapidement constaté qu'en très grande majorité, c'est des buts de performance qu'ils vivent. Puis ça, c'est quelques comportements que je trouve qu'ils démontrent un peu. Certains de ces comportements-là peuvent être motivés par d'autres raisons que juste le fait de vouloir performer. Mais pour la majorité, ça vient de là. Donc, le fait de recourir consciemment au plagiat, à la tricherie ou à la fraude, de demander à ChatGPT d'écrire son travail, par exemple, ben, ça veut dire que définitivement, tu valorises pas les apprentissages que tu pourrais faire dans ce cours-là. Ce que tu cherches, c'est la bonne note. Opter pour des cours réputés pour être faciles ou légers, par exemple dans des cours complémentaires, plutôt que de choisir un cours parce qu'il nous intéresse, tout simplement. S'engager uniquement dans les tâches ou les activités qui sont évaluées sommativement. Donc, parfois, j'entends souvent comme conseillère pédagogique des profs me dire, ouais, mais si je fais ça en formatif, ils le feront pas. Malheureusement, ils ont un peu raison, mais je pense qu'on peut travailler là-dessus. Démontrer un désintérêt pour la rétroaction fournie par l'enseignante si elle n'est pas perçue comme utile pour les évaluations futures. Tu sais, il y a combien de vos étudiants qui viennent vous voir pour avoir la rétroaction sur leur évaluation finale, par exemple? Ils sont peu nombreux. Décider de ne pas faire une évaluation si elle n'est pas nécessaire pour réussir le cours. Adopter des méthodes d'études superficielles comme la mémorisation, l'apprentissage par cœur. Adopter une attitude, par exemple, la plus passive possible en classe. Donc, pas s'investir dans les activités, par exemple. N'hésitez pas si vous avez d'autres exemples de manifestations, en fait, là, qui vous montrent un peu que tout ça, que vos étudiants visent surtout la performance. Je vais passer au suivant. Donc, ça introduit mon premier levier qui est comment on peut valoriser l'apprentissage plutôt que la performance dans votre cours. Puis là, je suis consciente qu'on est dans un système, il y a des notes, il y a des contraintes, là. Évidemment, il faut, d'une certaine manière, évaluer, là. Ouais, je suis pas, je pèle pas des nuages nécessairement. Après, je vous montre un idéal peut-être, puis il faut voir entre ça, qu'est-ce qu'on peut trouver comme stratégies qui sont efficaces pour nous. Donc, je vais commencer avec une simple question par rapport à ça avant de vous donner des exemples de stratégies. Qu'est-ce que vous faites, vous? Quelle stratégie vous employez pour valoriser l'apprentissage dans votre cours plutôt que la performance? Est-ce que vous êtes déjà posé la question, premièrement? Mais vous pouvez mettre dans le clavardage peut-être des stratégies d'enseignement, des stratégies d'évaluation que vous utilisez, juste l'attitude que vous avez en classe ou un dialogue que vous avez avec vos étudiants. Donc, n'hésitez pas à ajouter des idées dans le clavardage.
L'enseignement par les pairs. Excellent. L'enseignement inversé. Intéressant. Ah, une deuxième personne avec la classe inversée. C'est vrai que dans ce type de stratégie d'enseignement, le temps en classe est vraiment investi pour aller plus loin, pour approfondir les apprentissages. Donc, je ne l'avais pas dans mes stratégies, mais vous avez raison. Changer en petits groupes en classe sur des sujets. C'est difficile. Encouragement en classe, valorisation de l'apprentissage. Donc, on est plus dans le dialogue que vous avez avec vos étudiants. Cibler les questions sur l'apprentissage, donc pour voir le niveau d'apprentissage. Les communautés de pratique, je suis curieuse quand même. Les examens à livre ouvert, donc on retire tout élément de par cœur, donc on empêche un étudiant d'apprendre tout par cœur pour une évaluation. Donc, effectivement, ça peut mener à des stratégies d'études qui sont plus efficaces, plus en lien avec l'apprentissage. Super. Faire valoir l'intérêt du contenu du cours au-delà du cours. Super, je vais en reparler. C'est effectivement une des stratégies. Mettre l'accent sur la valeur ajoutée pour le développement personnel de chacun. Donc, je lance des calculs, des projets, je les coach, des examens pratiques, expérimentation, documents de réflexion sur leurs propres objectifs dans ce cours excellent. Je vais en reparler tout à l'heure. Donc, je vais poursuivre. N'hésitez pas à continuer à alimenter le clavardage pour peut-être donner des idées à vos collègues. Donc, comment encourager vos étudiants à poursuivre des buts de maîtrise? Moi, j'ai 4 suggestions, puis je vais vous donner des exemples pour chacun. Donc, stimuler la motivation intrinsèque de vos étudiants. Donc, ça a été un peu nommé, pas dans ces mots-là, mais dans le clavardage. Donc, miser sur l'utilité perçue de votre cours. Donc, est-ce que les notions apprises, comment on peut expliquer à nos étudiants que les notions apprises, les compétences sont importantes pour leur développement futur? Par exemple, dans un cours de philosophie, on peut apprendre à défendre nos idées, à structurer un raisonnement, à nuancer sa vision sur le monde. Dans mon cours d'histoire, au début de chaque session, le premier cours sert à une grosse discussion sur à quoi ça sert de faire d'histoire. Parce que très honnêtement, je me suis fait poser la question souvent, hein, à quoi ça sert? On l'aborde de front, on en discute, puis j'y reviens pendant la session. Donc ça, c'est une chose qui peut être intéressante. Augmenter le caractère authentique. Donc, que effectivement, ça aussi, ça a été mentionné, que ce qu'on fait en classe trouve écho à l'extérieur du contexte un peu artificiel de la classe. Favoriser, par exemple, l'apprentissage par le plaisir, l'enseignement ludique, partir des intérêts des étudiants, alimenter leur curiosité. Dans mes cours d'histoire, j'ai pris l'habitude de faire des segments pour votre simple curiosité, qui sont très appréciés d'ailleurs de mes étudiants, où on aborde des thématiques que je qualifierais de sexy. Donc, quelque chose que je sais qui va intéresser les étudiants. Souvent, je soumets ces thématiques-là au vote. Donc, une semaine avant, je propose 2 options, puis je fais un vote. Donc, il y a déjà, on va chercher l'intérêt davantage des étudiants. Fait que, par exemple, j'ai parlé de la prohibition, la période de prohibition au Québec, la mode féminine dans les années 1920. Donc, évidemment, c'est des thématiques qui se rattachent au cours que j'enseigne, mais que j'aurais pas nécessairement vu de manière aussi détaillée dans mon cours. Puis, je leur dis, c'est pas l'évaluation. Vous n'allez pas à prendre des notes. L'idée, c'est juste, on alimente votre curiosité. Donc, je le ferai pas avec des contenus de cours que je sais qui sont moins intéressants pour les étudiants. Mais je trouve ça vraiment le fun, puis les étudiants apprécient beaucoup ces contenus-là. Amenez vos étudiants, en fait, à éviter, avant de passer au deuxième, ce qu'on appelle teach to the test. Donc, d'enseigner en ramenant tout à l'évaluation. On s'en rend pas compte, mais des fois, on dit, ah, ça, c'est important pour l'évaluation. Ben, c'est pas important pour l'évaluation. En fait, c'est important en point. C'est important parce que ce que je vous enseigne est important. Puis des fois, en ramenant tout le temps tout à l'évaluation, on met ça de côté un peu. Puis les étudiants comprennent aussi que c'est important pour l'évaluation seulement. Donc, deuxième, amenez vos étudiants à se fixer des cibles personnelles réalistes axées sur la maîtrise. Ça a été mentionné aussi. Donc, je dis axé sur la maîtrise. Il faudrait éviter quand même d'alimenter leur désir de performance en les amenant à se fixer une cible qui est une note ou le fait de passer le cours. Donc, on peut aller chercher quelque chose qui est plus réfléchi, qui est plus de l'ordre de développer des compétences. Ça peut se faire après une évaluation diagnostique au début de la session. Ça peut se faire après un formatif, après une première évaluation sommative. Donc, à différents moments, c'est à vous de voir ce qui est le mieux. Dans un cours que j'enseignais
j'enseignais, qui est un cours d'initiation aux sciences humaines. Dans ce cours-là, les étudiants devaient développer différentes compétences du métier d'apprenant. Fait que comment prendre des bonnes notes, comment organiser son horaire, les stratégies d'études efficaces, comment se motiver. Puis je les ai listés en fait dans un questionnaire diagnostic au début de la session. Je leur ai demandé de s'auto-évaluer par rapport à ces compétences-là, puis d'en choisir deux qu'ils voulaient améliorer, développer pendant la session. Donc, évidemment, on travaillait sur toutes les compétences, mais je voulais qu'ils se concentrent sur deux plus précisément. Puis à la fin, dans l'examen final, ils devaient faire un bilan métacognitif. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour améliorer ça? Quelles stratégies ils ont employées? Puis qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire dans le futur? Donc là, on a vraiment orienté le cours sur développer des compétences. Ça se prête pas à tous les cours, évidemment. Euh, Valoriser les apprentissages, les améliorations et les efforts. Donc, dans une approche par compétence, ça reste que c'est pas nécessairement ce qu'on évalue, mais dans la rétroaction que vous donnez aux étudiants, mettez l'accent sur l'effort qui a été mis, l'amélioration que vous voyez en deux évaluations. Donc, de mettre ça de l'avant, ça peut être intéressant. Leur donner des indications aussi sur les moyens de s'améliorer concrètement, comment l'étudiant peut faire pour s'améliorer sur tel ou tel aspect. Finalement, concevoir l'erreur comme une composante essentielle du processus d'apprentissage. Malheureusement, on l'associe souvent à quelque chose de négatif, donc le manque d'effort ou d'inattention, l'incompréhension, alors que ça devrait être une composante essentielle ou normale du processus d'apprentissage. L'apprentissage, c'est pas un processus qui est linéaire, donc ça passe par des essais, des tâtonnements, des erreurs, des échecs parfois. Souvent, on dit qu'on apprend plus des échecs que des réussites. Ça devrait être vrai aussi en classe. Donc, il faut créer un climat de confiance pour que l'étudiant sente qu'il a le droit de faire des erreurs. Euh, Puis expliquer que l'erreur, en fait, justement, fait partie de ce processus normal, que c'est normal qu'ils en fassent. Donc, comment faire ça? Ben, ça peut être d'abord de les mettre dans des situations où l'erreur ne compte pas, comme des évaluations formatives. Vous allez voir, je suis une vraie conseillère pédagogique, ça va revenir souvent dans ma présentation. Des évaluations chance, par exemple, vous avez 5 évaluations, je prends les 4 meilleures. Euh, on peut travailler à partir des erreurs aussi, donc prendre l'habitude de travailler, de corriger, que les étudiants corrigent leurs erreurs dans les évaluations, partir d'elles pour apprendre. Est-ce que le schéma évaluatif du cours aussi peut permettre la progression des étudiants sans trop garder des traces des erreurs faites au début du processus? Si on croit fondamentalement que l'apprentissage puis le développement de compétences, c'est un processus, ben normalement, dans un monde idéal, puis là, je suis consciente encore une fois qu'il y a des contraintes, mais les erreurs faites au début du processus d'apprentissage ne devraient pas compter. Donc, c'est ce qu'on appelle le cumul des points. Ça garde des traces des erreurs. Donc, c'est sûr que à ce moment-là, ça permet pas à l'étudiant de faire des erreurs en étant confiant. Faut éviter d'être intransigeant à l'égard des erreurs dans la correction. Par exemple, mettre des points d'exclamation, des points d'interrogation à côté d'une erreur. Euh, Évaluer les résultats selon des critères dichotomiques aussi, donc des questions vraies ou faux, des questions à choix multiples, ben ça laisse pas de place à l'erreur, hein. C'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. Alors que si on ajoute à ça un degré où l'étudiant doit justifier sa réponse, ben il y a un sentiment de contrôle peut-être plus important. Donc, c'était mon premier levier. On va passer au deuxième, que je vais introduire aussi avant de vous le présenter, avec une autre mise en situation. Donc, on a Raouf, qui, au début de la session, dans son cours de mathématiques, aborde avec confiance son premier examen. Euh, mais il a eu du mal à interpréter certaines questions qu'il considère comme des questions pièges. Il obtient une note qui est nettement en dessous de ce qu'il espérait. Puis il a aussi l'impression que son enseignante a tellement insisté sur la difficulté de l'examen qu'il s'est laissé submerger par le stress. Les commentaires sévères sur sa copie sont loin d'être motivants, puis ont aussi renforcé son sentiment d'échec, d'autant plus que sa note est nettement inférieure à la moyenne du groupe. Donc, toute cette situation-là déclenche chez lui une anxiété grandissante à l'idée de passer un nouvel examen, de mathématiques en particulier, ce qui le pousse à douter sérieusement de ses compétences en mathématiques. De quoi parle cette mise en situation? Selon vous, quel concept j'essaie de mettre de l'avant? Ou encore une fois, qu'est-ce qui vous marque dans cette mise en situation? Je vais prendre quelques commentaires, quelques interventions par rapport à ça. Euh,
Ouais, super. Donc, le sentiment d'auto-efficacité ou le sentiment d'efficacité personnelle baisse de son estime. On va voir justement la différence entre l'estime et le sentiment d'efficacité personnelle. Lien de confiance brisé, ça peut être effectivement le cas. Le contrôle n'a pas de sentiment de contrôle dans cette situation. Prendre une dernière intervention. Donc, en fait, ce que je voulais mettre de l'avant, c'est le sentiment d'efficacité personnelle. Euh, donc, c'est le facteur le plus important en lien avec l'anxiété de performance, le sentiment d'efficacité personnelle. Donc, on va justement peut-être le décrire brièvement. C'est un concept qui vient d'Albert Bandura, qui date de 1986 quand même et qui a été repris de nombreuses fois. Et ça vient de sa théorie de l'auto-efficacité. Donc, effectivement, à la base, on appelait ça le sentiment d'auto-efficacité ou l'auto-efficacité. Maintenant, on utilise surtout le sentiment d'efficacité personnelle ou le SEP, S-E-P. C'est un concept clé en psychologie. Donc, le sentiment d'efficacité personnelle, c'est la croyance d'un individu quant à sa capacité à réaliser ou non une tâche dans un contexte donné et au sentiment que ses actions produiront les résultats escomptés. Donc, il y a un sentiment de contrôle, comme il a été nommé dans le clavardage. La différence entre l'estime de soi et le sentiment d'efficacité personnelle, c'est que l'estime de soi, c'est plus global. Le sentiment d'efficacité personnelle, c'est situationnel. C'est en lien avec un élément, une tâche précise dans un contexte précis. Par exemple, un étudiant pourrait avoir un fort sentiment d'efficacité personnelle pour faire des dissertations de philosophie, puis un très faible sentiment d'efficacité personnelle pour réaliser des problèmes de mathématiques, par exemple. Au sein même de votre cours, il pourrait y avoir des tâches spécifiques pour lesquelles l'étudiant a un fort sentiment d'efficacité personnelle, puis un autre ou un autre type de tâche où il y a un faible sentiment d'efficacité personnelle. Donc, c'est la différence avec l'estime de soi. Si on revient à cette même mise en situation, vous avez déjà commencé à en mentionner quelques éléments, mais selon vous, qu'est-ce qui peut affecter le sentiment d'efficacité personnelle de Raouf dans cette situation-là? Donc, vous avez parlé du lien de confiance brisé. Vous avez parlé du faible sentiment de contrôle. Qu'est-ce qui, dans la mise en situation, pourrait, selon vous, affecter son sentiment d'efficacité personnelle? Puis quand je dis affecter, là, c'est négativement, parce qu'évidemment, dans la situation, son sentiment d'efficacité personnelle a baissé. Les commentaires sévères sur sa copie. Ouais, c'est ce que tout le monde identifie. Effectivement, ça lui font croire qu'il peut pas s'améliorer. En tout cas, il y a pas de stratégies qui ont été proposées ou de solutions pour qu'il puisse s'améliorer. Le fait qu'il est sous la moyenne, le fait qu'il y avait, selon lui, des questions pièges. Après, il faut voir est-ce que c'en était vraiment ou c'est sa perception. Là, il y a aussi une question d'attribution causale dans tout ça. Mais l'anxiété générée par les commentaires, le fait que l'examen soit annoncé comme à la base comme étant très difficile. Le fait d'afficher la moyenne du groupe, on ne sait pas si elle le fait, mais on soupçonne puisqu'il sait qu'il est sous la moyenne. Question piège. Effectivement, vous avez fait ressortir le plus important. Donc, il y a le fait que, peut-être que ça n'a pas été mentionné, mais il a sous-performé par rapport à ses attentes. Puis, ben, il abordait l'examen avec confiance. Jusqu'ici, ça avait bien été en mathématiques. Puis là, il a été surpris par cette sous-performance. Les commentaires sévères, la note qui est sous la moyenne. Donc, vous avez pas mal énoncé ce qui était le plus important. Puis, en fait, ça fait référence aux 4 sources du sentiment d'efficacité personnelle qui ont été écrits dans les travaux de Bandura. Donc, le premier, c'est la maîtrise personnelle. Donc, la maîtrise personnelle, c'est simple, c'est très intuitif. Plus une personne vit du succès dans la réalisation d'une tâche, plus elle va croire en ses capacités personnelles à réaliser une tâche similaire. Puis au contraire, si elle vit des échecs, ben elle va au contraire voir son sentiment d'efficacité personnelle s'amenuiser. Le deuxième, c'est l'état physiologique et émotionnel. Donc, si une personne associe un état émotionnel qui est désagréable, comme de l'anxiété ou du stress très intense, à une faible performance, ben, elle risque de douter de ses capacités pour réaliser une tâche similaire dans le futur. Donc, il faut, de manière idéale, rendre les évaluations sommatives agréables pour l'étudiant. L'apprentissage social, donc, où on parle parfois d'expériences vicariantes, une personne va construire ses propres croyances au sujet de son efficacité personnelle, non seulement à partir de son point de vue personnel, ses expériences personnelles, mais aussi en observant les autres, la réussite des autres, donc en se comparant.
Donc, on en a parlé dans la situation. La personne, Raouf, se compare à la moyenne. Persuasion par autrui. Donc, c'est plus facile pour quelqu'un de maintenir un bon sentiment d'efficacité personnelle quand elle fait face à des difficultés, quand une personne significative lui démontre ou lui exprime sa confiance en ses capacités. D'ailleurs, dans la méta-analyse de John Hattie, qui est très célèbre, le Visible Learning, la croyance des profs envers le potentiel de leurs étudiants, c'est l'élément ou la composante qui a le plus d'impact positif sur la réussite des étudiants. Donc, le fait qu'une personne significative, un prof par exemple, un parent, encourage, lui témoigne de sa confiance envers ses capacités, ça va aider son sentiment d'efficacité personnelle. Donc, vous l'aurez vu venir, mon deuxième levier, c'est donc d'alimenter ou de stimuler le sentiment d'efficacité personnelle de vos étudiants. Donc, on va reprendre ces 4 facteurs puis les associer à des stratégies. Je vois que le temps file quand même, fait que je vais aller un peu plus vite. Je vais vous inviter à peut-être aller dans le clavardage, mais je pourrais pas, juste pour peut-être donner des idées à vos collègues, mais je pourrais pas prendre les interventions. Donc, le premier, c'était la maîtrise personnelle. Je vous rappelle, plus quelqu'un vit des succès dans la réalisation d'une tâche, même partiellement, ou même des tâches qui sont similaires, plus elle va avoir un fort sentiment de confiance envers ses capacités de réussir. Donc, l'idée, c'est d'amener vos étudiants à vivre des succès dans votre cours. Donc, vous pouvez, dans le clavardage, donner des exemples. Comment vous faites pour faire vivre des expériences de réussite à vos étudiants sans baisser les standards académiques, là, c'est pas ce qu'on veut dire, mais comment faire en sorte qu'ils vivent des réussites pour qu'ils aient une perception positive de leurs capacités. Donc, n'hésitez pas à ajouter des idées. Moi, je vais présenter les miennes tout de suite. Donc, 2 éléments. Je reviens encore une fois avec l'évaluation formative. Donc, est-ce que toutes vos évaluations sommatives ont besoin de l'être? Est-ce que quelques-unes pourraient être formatives et préparées au sommatif? Puis évidemment, on veut faire attention, on ne voudrait pas non plus des évaluations qui valent 50% chacune, pas au collégial du moins. Là. Je sais que c'est fréquent dans le monde universitaire, donc il y a un équilibre à trouver. En fait, la règle d'or, c'est que l'étudiant ne doit pas avoir l'impression d'affronter une tâche pour la première fois au moment du sommatif. Donc, ça peut être des exercices, des devoirs, des pratiques d'examen quand c'est possible. Euh, donc, comme je le disais, le fait d'avoir réussi même partiellement une tâche peut augmenter le sentiment d'efficacité personnelle d'un individu. Privilégier une vision étapiste de l'évaluation. Donc, comment on peut décortiquer les tâches pour rendre les succès accessibles? Donc, on y va avec la progression, plus facile en début de session, puis on complexifie graduellement pour toujours aller chercher la zone proximale de développement de l'étudiant. Donc, ce qui est accessible pour cet étudiant-là. Puis là, c'est difficile, je l'entends, parce que chaque étudiant a une zone de proximale propre. Mais donc, on veut éviter là, l'idée de faire le ménage en début de session, une évaluation difficile pour envoyer le message aux étudiants qui doivent étudier fort pour le cours. C'est l'inverse qu'on veut faire. Parce qu'un étudiant qui a un échec en début de session, il est souvent hypothéqué un peu pour le reste de la session au niveau de sa motivation, au niveau de son sentiment d'efficacité personnelle. C'est pas toujours le cas, mais ce qu'on veut, c'est qu'ils vivent au contraire des succès au début pour augmenter leur sentiment de confiance. On peut utiliser des stratégies comme les stratégies d'évaluation comme le portfolio. L'étudiant remet différents éléments avec rétroaction, des remises intermédiaires. L'important, c'est donner de la rétroaction de manière continue à vos étudiants. Le deuxième facteur, c'était l'état physiologique et émotionnel. Donc, comment diminuer le caractère stressant des évaluations pour que, comme on l'a dit dans le clavardage plus tôt, que ce qu'on évalue, c'est pas la capacité à gérer le stress, mais c'est la compétence du cours. Puis là, encore une fois, je suis consciente que les évaluations en soi, c'est stressant, ça a un caractère stressant. En fait, selon Sonia Lupien, c'est un stresseur environnemental, une évaluation. Donc, c'est normal, mais on peut peut-être se demander comment diminuer le caractère stressant de nos évaluations. Est-ce que nos évaluations ont besoin d'être aussi stressantes pour évaluer ce qu'on cherche à évaluer? Donc, encore une fois, si vous avez des idées de comment limiter le caractère stressant dans vos évaluations, n'hésitez pas à l'inscrire dans le clavardage.
De mon côté, ce que je vous propose, c'est de favoriser la transparence des évaluations. Il faut donner le plus d'informations possible aux étudiants pour qu'ils puissent se préparer en ayant un bon sentiment de contrôle. Ça peut être donc, en fait, c'est d'éviter les surprises le plus possible. Donc, des consignes claires, des grilles de correction détaillées quand c'est une évaluation qui est pertinente pour ça. Euh, Ça peut être de donner des exemples de travaux, des exemples d'examens d'une session précédente. Est-ce qu'on peut donner aux étudiants une banque de questions à l'avance puis dire à l'examen, je vais piger dans ces questions-là? Moi, c'est l'approche que j'utilise depuis des années, que j'aime beaucoup. En fait, je leur donne des questions qui couvrent quand même l'ensemble de la matière, donc ils sont obligés d'étudier. Mais finalement, moi, je vais chercher un échantillon de ça à l'examen. Leur sentiment de contrôle est beaucoup plus grand. Ils savent qu'il n'y aura pas de surprise à l'examen. Donc, ce que j'évalue, c'est vraiment leur compréhension. Ça peut être la même chose pour les examens à livre ouvert dont on a parlé tout à l'heure. Éviter les tests surprises ou les examens avec un délai de préparation très réduit. Le caractère imprévisible de ça en soi alimente l'anxiété. Éviter de souligner le niveau de difficulté d'une évaluation comme le fait l'enseignante dans la mise en situation de Raouf. Premièrement, ça donne aucune information intéressante qui va faciliter la réussite de vos étudiants, au contraire. Euh, Puis si une évaluation est souvent ratée, ben, est-ce qu'on peut voir comment mieux accompagner les étudiants pour cette évaluation-là, plutôt que de leur mentionner que 50% des étudiants échouent, par exemple, dans cette évaluation-là. Puis se demander si à chaque année, l'évaluation est aussi ratée, est-ce que le niveau de difficulté est approprié? Si oui, travailler sur l'accompagnement des étudiants. Euh, Réduire le nombre d'évaluations. Encore une fois, je reviens avec le formatif. Est-ce qu'on peut remplacer quelques évaluations par du formatif? Est-ce qu'on peut se concerter avec d'autres enseignants pour éviter que toutes les évaluations soient en même temps? Euh, Ça, c'est le type d'élément. Un étudiant qui est fatigué, épuisé, qui manque de sommeil est plus vulnérable à l'anxiété. Augmenter le sentiment de contrôle des étudiants en vue de l'évaluation. Donc, est-ce que vous pouvez, par exemple, leur donner à l'examen un choix de questions? S'il y a une question en développement, vous leur en proposez deux, ils choisissent celle qu'ils veulent. Est-ce que vous pouvez leur donner accès à une feuille de notes? Est-ce que vous pouvez leur laisser choisir le travail, le sujet d'un travail ou le format d'un travail? C'est plein d'exemples. Je rappelle que ça s'applique pas nécessairement à tous les cours. Il y a des cours où ça s'applique très bien, puis d'autres non. L'apprentissage social. Donc là, j'ai appelé ça le phénomène de l'ultra-comparaison. Euh, Est-ce que nos étudiants, on les centre vraiment sur eux-mêmes, sur leur propre réussite? J'ai l'impression que pas toujours. Donc, une des choses que vous pouvez faire, on revient avec l'idée de centrer les étudiants sur leur propre réussite. Donc, essayer de les amener à se fixer des cibles personnelles, à faire de la métacognition, à s'auto-évaluer après un examen sommatif, etc. Éviter de comparer les étudiants entre eux ou entre elles. Vous avez peut-être pas l'impression de le faire, mais quand vous présentez la moyenne de la classe ou la courbe normale, c'est un peu ce que vous faites indirectement. Donc, il y a de plus en plus d'enseignants qui présentent plus la moyenne. Il y a parfois de la réticence, de la résistance de la part des étudiants, mais quand on explique les raisons derrière, généralement, ça passe bien. Puis si vous êtes plusieurs à le faire aussi, si vous n'êtes pas seul à ramer à contre-courant, ça aide. Je sais que souvent, il y en a qui ont des craintes par rapport à ça. Moi, ça fait des années que je présente pas la moyenne. Je l'explique pourquoi je le fais, puis mes étudiants, généralement, comprennent bien. Utiliser les activités compétitives avec prudence. En fait, j'ai écrit un article complet sur une réflexion critique sur la compétition comme stratégie pédagogique. Souvent, j'ai l'impression que on pense que la compétition est utile pour motiver les étudiants, ben, utile pour motiver certains étudiants, puis c'est souvent ceux qui n'ont pas besoin d'être motivés dans les faits. Ça va mettre de l'avant ceux qui réussissent, puis ça va remettre dans la face de ceux qui réussissent moins bien, qui se situent un peu en dessous de la moyenne. Tu sais, je pense à souvent Kahoot qui est utilisé, où il y a un top qui est projeté à l'écran, où on dit combien de bonnes réponses la personne qui est arrivée en première position a eu, mais l'étudiant si par exemple la première personne a eu 14 sur 15, l'étudiant qui a eu 5 sur 15, ça va être dur pour son sentiment d'efficacité personnelle. Fait qu'il faut faire attention. Si jamais vous êtes intéressé à lire mon article, je vous ai mis le code QR pour y accéder. En fait, je bannis pas, je dis pas qu'il faut bannir complètement
les activités compétitives, mais il y a peut-être certains paramètres qu'on peut mettre de l'avant pour favoriser la réussite de tous. En gros, ce que je suggère, c'est d'encourager davantage la collaboration pour réduire la culture de compétition qu'il y a en classe. Puis ça peut se faire via une activité compétitive, mais au lieu qu'elle soit en fait entre des individus, ça pourrait être une activité compétitive entre des équipes où il y a de la collaboration au sein des équipes. Donc l'idée de créer un climat d'interdépendance dans l'apprentissage, ça peut être une stratégie utile. Je me permets, Magali, juste de t'interrompre 2 secondes. Je sais Oui, qu'il te reste peut-être un élément à présenter. Puis après ça, ben, si on est capable d'avoir une petite période de questions, ça serait intéressant parce que le chat a quand même roulé beaucoup. Que je pense que tu vas ça avoir marche. quelques questions. Parfait. Oui, il me reste une seule diapo, un seul facteur à vous présenter, qui est la persuasion par autrui. Donc, croire en vos étudiants. Donc, comment, en fait, vous pouvez peut-être témoigner explicitement de votre croyance en leur capacité de réussir. Donc, leur dire qu'ils ont tout ce qu'il faut s'ils mettent les efforts. Donc, les ramener à ce qu'ils contrôlent. S'ils étudient pour l'examen, s'ils se préparent adéquatement, ils devraient réussir. Donc, les rassurer un peu quant à leur préparation aussi. Euh, en même temps, éviter de leur mettre peut-être une pression excessive. Tout est une question d'équilibre. Encourager à surmonter ces peurs. Donc, un peu d'y aller de manière progressive. Faut pas les enfermer dans leur diagnostic non plus. Donc, il faut qu'ils y aient graduellement. Il faut les pousser un peu, mais en respectant leur rythme. Et ça, c'est une fine ligne. Mais il faut éviter, par exemple, quelqu'un qui veut faire une présentation orale. Si on lui dit c'est correct, t'as pas besoin de faire une présentation orale jamais, ben c'est de l'évitement, ça. Ça va alimenter son anxiété. Fait on peut peut-être lui donner des options qui vont progressivement vers le développement de cette compétence-là, mais il faut éviter d'enfermer l'étudiant dans son diagnostic. Nommez les forces de vos étudiants. Quand vous faites de la rétroaction, évitez de seulement souligner les erreurs, mais parler des forces aussi. Lui dire qu'il connaît des choses, donc le responsabiliser dans ses apprentissages, puis le rassurer quant à leur préparation. On a fait tout ce qu'il faut, vous avez fait des exercices, on a vu les types de questions qui vont se retrouver à l'examen, donc plutôt que de dire j'espère que vous avez étudié ou quelque chose de ce type. Donc, ça, c'est un peu une vue. On a vu aujourd'hui les 2 premiers leviers. Quand j'ai plus de temps, j'aborde le troisième, qui est donc plus dans le dialogue personnel individuel avec votre étudiant. Fait que je vous laisserai regarder ça. Mais j'espère avoir augmenté en fait votre sentiment d'efficacité personnelle en lien avec la gestion de l'anxiété de performance de vos étudiants. Donc, quelques références qui seront dans mon PowerPoint si jamais ça vous intéresse, puis mon contact. Donc, je vais arrêter le partage pour pouvoir peut-être permettre quelques minutes de questions.